travail sur un objet. C'est une réflexion sur l'histoire, l'artisanat, le monde culturel qu'il a essayé de rassembler dans ce livre qui est très dense et que je lui laisse le soin de présenter. Merci. Bien, je vais essayer de parler sans micro, ça me laisse les mains libres et je peux parler à la Corse et à l'Italien. Alors, ce livre, tout d'abord, c'est une somme de recherche, de travail qui a été entreprise en 1994. Rassurez-vous, je n'ai pas travaillé en continu. Depuis 3 ans, à la faveur de ce que vous savez, la Covid, on se pose des questions, m'est venue l'idée de formaliser tous ces éléments pour en faire un ouvrage. Le sommaire est là, je ne sais pas si vous arrivez à lire. J'ai essayé de caser les éléments qui me semblaient les plus indispensables, parce que j'avais dit à mon ami Alain, avec qui on était en classe au lycée Pêche, et c'était juste hier, j'avais dit qu'il faut faire 2 livres, parce que le monde des stylets et le monde des couteaux, ce n'est pas la même chose. L'un est un monde paisible, l'autre, c'est une arme, c'est souvent une arme de vengeance, c'est une arme qu'on transmet en manivelle. Donc, le couteau, c'est aussi la forge, c'est aussi des éléments basiques concernant le métier. La nécessité pour nous, couteliers, ceux qui commencent à être moins jeunes, c'est de transmettre. Transmettre, ça vaut pour tout. Ça vaut à partir du moment où on a eu une vie riche de rencontres, d'expériences. Là, on en parlera tout à l'heure. Des gens formidables. Et je le dis, ce n'est pas qu'en politique qu'on rencontre des gens formidables. C'est aussi dans la vie tout court. Alors, les recherches. D'abord, un constat. Quand je démarre mes recherches, on est à Paris, au musée des arts et traditions populaires. Je suis très bien reçu, mais je ne trouve pas grand-chose, sauf quelques vendettes. Donc, le fameux couteau souvenir. Une question que je me suis posée dès le départ, c'est le couteau corse, comme on dit le jambon corse, le fromage corse, le miel corse, etc., ou les couteaux corse. Mais il s'agit de les couteaux. Ensuite, au fur et à mesure, les rencontres, j'ai bien vu qu'il y avait une diversité de couteaux, et je ne parle pas, bien entendu, des couteaux de certains couteliers actuels qui n'ont que de vagues ressemblances avec les couteaux d'origine. Je parle des couteaux traditionnels avec des témoignages précis, éventuellement des personnes auxquelles ces couteaux ont appartenu. J'ai essayé de faire aussi un travail entre guillemets scientifique. Aujourd'hui, on dit le couteau de berger. Mais le couteau de berger, ça n'existe pas. C'est encore un mythe, c'est encore presque une imposture. Le couteau, c'était le couteau du rural, et la Corse, pour l'essentiel, était rurale. C'est le compagnon du paysan, de celui qui habite généralement dans les villages, au perché. Ça n'est pas uniquement le couteau de berger. Donc, je suis un peu iconoclaste, vous l'aurez compris, mais
quand vous rentrez dans un magasin de souvenirs, on vous dit, ah oui, le couteau de berger. C'est absolument un mythe et une imposture. C'est un peu la même chose qui s'est produit avec le Vendée. Il y a une particularité en Corse qui n'existe pas dans d'autres régions, qui nous rapproche de l'Italie et de la Sardaigne et de la Sicile, c'est le stylet. Alors, est-ce qu'il y a un stylet corse ou des stylets corses? Il y a, encore une fois, des stylets corses. On va en parler tout à l'heure. Un point important sur lequel les couteliers, je le dis, la corporation des couteliers a apporté beaucoup, c'est l'image de la Corse. Je vous cite un exemple. Franck Thomas, qui est coutelier depuis 1982 ou 83, donc c'est un des plus anciens. Il va à New York sur un salon de coutellerie et il présente ses couteaux manche en corde, lame en acier au carbone, trempe sélective. Ce sont des couteaux, par rapport à certains couteaux élaborés de manière bijoutière, qui sont basiques. La réaction des Américains, c'est de dire primitives. Bon, excusez l'accent. Primitives. Donc ça veut dire qu'on est sur un des couteaux premiers. Et ça, moi je prends ça comme quelque chose qui est enrichissant, parce que ça veut dire que la coutellerie corse, elle est en mouvement, on n'a pas tout établi, tout prouvé, on n'est pas dans l'académique. Je me méfie d'ailleurs de l'académique à tous les niveaux, parce que souvent l'académie tue la créativité. Ce qui est important, c'est la créativité. Voilà un peu les postulats de base que j'ai posés. Excusez-moi. Voilà. Vous avez vu, là, ce sont de simples éclats, ce sont les premiers couteaux. Ces éléments viennent du musée de Sartène, certains de Couture, voilà. Et ensuite, on va passer au bronze. On va passer au bronze. Ce poignard est magnifique, sauf que ça n'est pas une nappe. Ce serait, d'après les archéologues, un couteau votif. On l'appelle le poignard de Pankérach, parce qu'on n'a pas trouvé mieux, mais il a été trouvé sur les bords du fleuve qui traverse Pankérach. On est là à l'âge du bronze. On va passer très vite, bien entendu, par Philitos, Caouria et les menhirs armés, parce que pour nous, c'est une référence, et en même temps, ce sont des armes assez bien dessinées dont on peut s'inspirer. Mais ce sont des armes. On n'est pas là aussi sur le couteau. Pourquoi ça tourne? Bon. Là, c'est Philitos. Et quand vous entrez à Philitos, vous allez visiter le site. Vous avez ce magnifique menhir qui est très haut, qui fait 2,80 m. C'est énorme et qui est parfaitement sculpté. On a l'impression qu'il a été sculpté, pas hier, avant-hier. Alors, on a doublé ce travail d'un accompagnement d'archéologues. Et on a été chercher loin, puisque là, c'est une doctorante, Marie-Nile Lambert, qui est en Angleterre, à Durham, et qui a été amenée à analyser un certain nombre d'échantillons de minerais
dont certains provenant de Coute. Voilà, on a trouvé à Coute de la magnétite, on les a fait examiner, et pour la première fois, on a des résultats sur la chimie de ces minerais. On en parlera tout à l'heure si vous voulez, mais jusqu'à présent en Corse, vous pouvez considérer qu'il y avait, on n'a pas trop considéré les microfilons, on a surtout considéré les filons qui pouvaient être exploités, y compris du point de vue industriel. Donc Fering, bien entendu, Olmec, mais on a surtout utilisé en Corse, on le verra plus tard, l'hématite d'Illedel. Alors retenez hématite magnétique. Ici en Corse, on trouve surtout de la magnétite. En bas-foyer, c'est assez difficile du point de vue de la réduction. On pratique mieux la réduction d'hématite. Mais on ne rentre pas trop dans le technique. Donc là, Marilyn Lambert, que je remercie aussi publiquement, qui m'a aidé à comprendre, à expliquer, mais aussi à comprendre, est en train de publier sa thèse. Elle m'a permis de publier quelques résultats sur des éléments, des échantillons que je lui ai fournis. Voilà les échantillons et voilà le tableau. Donc, vous avez, bon, vous verrez que beaucoup sont sur couturier corticate, mais écoutez, quand on a des minerais à portée de main, pourquoi aller les charrier de loin? On a été à Fering, bon, il faut des mules, parce que porter du minerai, c'est très très lourd. Plus il est riche en fer, et plus il pèse. Et plus il est riche en fer, et plus il est intéressant. On peut le comprendre. Donc on a une analyse chimique avec les éléments, que ce soit du titane, du nickel, etc. Pourquoi je dis ça? Parce que ça veut dire que maintenant, on peut identifier un minerai, et lors de recherches archéologiques, quand on va trouver un morceau de métal qui a été travaillé à la forge, on pourra, si on fait l'analyse du métal, savoir d'où il vient. C'est important, pourquoi? Parce qu'on présupposait, jusqu'à présent, j'ai eu des témoignages d'archéologues, principalement Kevin Pech-Kilikin, Hélène Paolini-Saez, et puis d'autres. J'ai rencontré Joseph Cheese, je les connais toutes, et je me suis permis quand même de les solliciter. Et on en arrive toujours à la même chose, on ne sait pas d'où vient le minerai. Okay? On trouve du fer, des artefacts, mais on ne sait pas d'où il vient. Voilà quelques exemples. La microchimie, vous l'avez là. Le bloc que vous avez, alors là, c'est un peu un hasard, on a trouvé ça à Saradivar. Saradivar, je ne sais pas si vous voyez, la proximité, philitose, etc. C'est intéressant, ça veut dire que là, on peut ouvrir une piste. Voilà des couteaux étrusques. Pourquoi je présente des couteaux qui, semble-t-il, n'ont aucune parenté avec les couteaux corses? Oui. Monsieur, donc, on n'a pas la possibilité de passer en plein écran? C'est-à-dire tout à l'heure? Ah ça, je ne sais pas. Moi, parlez-moi de tout à l'heure. couteau, je ne sais pas. Tout à l'heure, vous l'avez fait? J'appuie sur un bouton, c'est déjà pas mal. Je ne sais pas, il faut appuyer. Bravo. C'est carré aussi.
ça va bien, c'est pas grave, allez. On s'adapte. Alors, ces couteaux étrusques, vous pouvez, si vous faites des recherches, il y a des archéologues qui m'ont contacté. Oui. Hey. On peut applaudir. Oui, Génial. Donc, les Étrusques, je me rappelle quand même, en partant, on ne va pas rentrer dans le cadre de la civilisation étrusque. On en trouve en Étrurie, bien entendu, et on en trouve en Corse. Okay. Et en Corse, les recherches sont des recherches relativement récentes, bien que dès les années 60, on a pu trouver des fours à fer, dont un daté au carbone 14 de moins 320 à 20 ans près, moins 320 ou moins 340, et qui était sans doute un four étrusque. Voilà, là c'est un grand passionné. Dernier embrassé. Voilà, les couteaux étrusques, en plus, je ne peux pas dire de conneries, il vient d'Aléria. Vous vous rendez compte, si je dis des bêtises, là j'ai un contrôle immédiat. Il arrive au bon moment. Il arrive au top. On parlait d'Aléria. Les couteaux étrusques, on va rentrer dans les chambres à hypogée, etc. C'est une technique. Simplement retenir que dès ce moment-là, il y a ce type d'art. Donc, je vous ai parlé du four à fer d'Aléria. C'est Joas qui le trouve, il le décrit. Il y a une description, vous verrez dans le livre. Lisez le livre parce que je ne vais dire que le énième de ce que je peux dire. Il y a aussi des indices à marquer. J'ai été en relation avec la conservatrice, Madame de Perrette, et puis l'archéologue qui s'occupe des fouilles, Emmanuel Lanoé, et semble-t-il, ils auraient trouvé des traces qui permettent d'établir que ce ne sont pas des simples scories ou bâtitures, mais ça pourrait appartenir à un bas-fourneau, à la mise en œuvre d'un bas-fourneau. Alors, retenez-le en passant, j'ai préféré dans le livre, pour le moment, ne pas en parler. L'hématite d'Île d'Elbe, et c'est simple, hein, l'île d'Elbe, c'est une montagne de fer dans la mer. C'est le site le plus important, ça a été le site le plus important pendant des millénaires. Okay. J'ai été, bien entendu, difficile de pénétrer le Moyen-Âge. Et là, alors, c'est une période de ténèbres et il n'y avait pas de lumière à l'air, donc je me suis peut-être un peu perdu. J'ai été initié au travail sur le Moyen-Âge par mon beau-père, Louis Ambroge, que je remercie parce que, en dehors du fait que c'était mon beau-père, je le dis, peut-être rare, mais c'était surtout un ami. Donc, à Moudiounach, il me dit, on a trouvé des lames de couteau, tu devrais venir voir. Et puis, à ce moment-là, je le regrette aujourd'hui, j'étais surtout intéressé par les couteaux pliants. Et les couteaux droits, qu'on pouvait trouver sur les sites du Moyen-Âge, ne m'intéressaient pas beaucoup. Donc, j'ai fait l'impasse, j'ai eu tort. Néanmoins, on a des dessins, vous verrez, il y a quelques formes sur lesquelles on peut réfléchir et disserter. Cotone, c'est au-dessus de Bastia, pareil, on a trouvé quelques lames, très peu significatives,
Castello di Rostino, donc j'ai eu des archéologues qui ont fouillé sur place et qui m'ont donné des éléments intéressants d'interprétation, vous le verrez là aussi dans le livre. Roque di Sia, c'est au-dessus d'Aute, de Porto. Roque di Sia, ça a été fouillé par le révérend père Doisan. Et ensuite, le dernier que j'ai eu par l'archéologue qui a mené les fouilles, c'est sur le Castello di Piane. Et quand j'ai rencontré la mairesse de Piane, avec qui je suis ami en désaccord politique, mais ami quand même, je lui ai dit, mais tu ne m'avais pas dit que sur ton village, il y avait un site du Moyen-Âge. Elle m'a dit, oui, bien sûr. Alors, pour elle, c'était une évidence. Pour moi, c'était une découverte. Ensuite, je vais m'arrêter là-dessus un peu plus que sur les autres. C'est San Giovanni di Lortone. San Giovanni di Lortone, c'est un village du Moyen-Âge qui a été abandonné sans doute au XVe, dont l'origine se situerait entre le XIIIe et le XIVe, sur lequel on a trouvé des pièces de monnaie qui permettent là de dater le site, et toute une organisation autour du village. C'est un village un peu comme un mouillonnage, dans un endroit plutôt protégé, sur un promontoire, etc. Et puis d'un coup, le village de San Giovanni di Lortone, il est abandonné. Abandonné, en fait, on comprend, ce sont des razzias barbaresques qui donc sévissent sur toute la région. Imaginez qu'à un moment donné, 1587, la quasi-population, totalité de la population de Sartène a été embarquée comme esclaves, etc. Et ensuite, on a dû repeupler Sartène avec des gens du Haut-Tar, notamment de Ti. Bon, allez, on va y aller. Voilà des lames qui ont été répertoriées par mon beau-père à la mouillonnage. Pour le Vulcum Pecus, ça ne donne rien, ce sont des dessins approximatifs, c'est quand même sur du papier millimétré, on a donc une base qui peut par la suite être approfondie et étudiée. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé sur les couteaux de cire, parce que, je vais le dire, j'ouvre une parenthèse, on va retrouver des relations de fouilles, on va trouver des rapports, pas toujours, mais 9 fois sur 10, on va pas retrouver les éléments de fouille. Ok? Moi, j'aurais voulu pouvoir photographier Philippe Souris, Philippe Perangeli qui est là, lui aussi il commet des livres, vous le savez, mais il m'a beaucoup aidé au niveau photographie, un tiers des photos c'est Philippe. Hein. Voilà, il est bon. Bon il est là, donc je peux dire que ça. Hein. Voilà, donc là, vous avez la forge du village de Lortone. Si vous y allez maintenant, il y a des ronces de partout. Mais quand ça a été fouillé dans les années 90, et vous avez là un bac dans lequel il y avait certainement moyen de refroidir le métal après l'avoir chauffé. Il y a là des indices en nombre au niveau du métal, sans compter les bâtitures, etc. C'est un endroit qui, sans doute, par la suite, demandera encore à être investigué. Qu'est-ce qu'on a trouvé à San Giovanni di Lortone? De près, au réel, on les a au musée de Sartène
ceux qui veulent voir, mais je pense qu'une partie est dans les réserves du musée. Voilà, pour San Juan y di Lortol. Là, on va passer à autre chose. Après Ponte Novo, il y a un basculement comme chacun peut comprendre. Et il y a un capitaine d'artillerie qui s'appelle Tronçon du Coudray, comme de nombreux ingénieurs, qui sillonnent la Corse. Donc on dit que la Corse est pleine de ressources, de minéraux, de diversité, de forêts magnifiques. Et donc, bien entendu, ça intéresse les Français qui viennent d'acheter ou de conquérir la Corse, comme vous. Ça, c'est un bas-foyer corse. Donc il décrit le bas-foyer. C'est un simple mur. Il y a une tuyère avec un angle à peu près de 30 degrés. Et puis le reste, c'est ce que vous voyez. Là, c'est le minerai. Là, c'est du minerai en bloc qui, une fois chauffé, va s'effriter et pourra être travaillé. Et là, c'est un mur en élément beaucoup plus gros. Vu en coupe, ça donne ça. C'est un bas-foyer basique. On l'appelle, depuis, c'est Tronçon du Coudray qui le dit. Voilà, une forge corse. Forge, c'est pas un tâton, hein. Pas là où le forgeron exerce. Là, c'est là où les maîtres de forge exercent. Je vous demande un peu d'attention, parce que là, on est dans le registre des armes, mais aussi d'une invention. On a quelques éléments, on n'a pas complètement la preuve. Hein. Il y en a très peu en circulation. Monsieur Daguerre, qui est là, il connaît très bien, vous pouvez comprendre pourquoi. Et je n'ai rien dit d'autre. Hein. Voilà. Rien à dire. Rien. Donc, je l'ai examiné, pour ainsi dire, à la loupe. Je l'ai fait examiner par des forgerons. C'est une pièce remarquable du point de vue technique. C'est une pièce certainement du XVIe, c'est un travail de forge et de maîtrise. Mais c'est surtout une arme terrible. C'est l'arme qui est utilisée par l'infanterie. Donc, on a besoin de quoi? Les gens sont habillés de côtes de maille. Ils sont blindés. On a besoin d'une arme qui soit fine, solide et qui puisse pénétrer les cuirasses. Donc, un artisan de Cisque, puisque l'origine ce serait à Cisque, invente cet outil, cet instrument, cette arme, et il est donné le nom de corset. Alors, quand vous avez, j'ai été à Malte, j'ai visité le musée, et bien entendu, on trouve des corsets. J'ai été, il y a quelques mois à Vérone, on trouve des corsets. Le seul endroit où on n'en trouve pas, c'est au milieu de la Corse. Je n'ai rien dit, vous pouvez, en tout cas, il n'y a rien à rapporter. Sinon, bon, donc, si un jour vous avez l'occasion de voir une corset, examinez-la, photographiez-la, c'est extrêmement rare. On en trouve en Angleterre, on en trouve en Écosse, beaucoup en Écosse, on en trouve en Allemagne, on en trouve de partout, sauf en Corse. Vrai? Absolument. Voilà. Donc retenez, une belle invention et porte le nom
on appelle corsesque ou corsiesque à l'italienne. Là, on rentre dans le cadre juridique et administratif qui a permis de gérer la Corse. Je ne vais pas rentrer dans la dimension partisane, on va laisser ça de côté. Ce sont i statuti civili et criminali génois. Donc, c'est le cadre dans lequel un certain nombre de décisions de justice et de police sont prises. Vous avez à côté une affiche qui est, c'est là, 1571. À côté, 1704. Mais il y a une continuité et on a d'un bout à l'autre une interdiction avec les moyens de justice de tout ce qui est stylet et couteau pointu. C'est pour ça que je vous invite à réfléchir. On va trouver des couteaux. On trouvera en Italie des couteaux, comment on dit, mozzetto, qui sont, dont la lame n'a pas de pointe. Et en Corse, on ne trouvera pas de couteau sauf à bourron et à lame très courte. Ok? Et ça, pendant des siècles. Vous verrez par la suite, on va parler du code civil français et ça prend la suite du code génois. Comment on peut se positionner? Là, le collectionneur qui est là, lui, il écarquille les yeux. Souvent, un collectionneur dit, ce stylet, il n'y a pas de doute, il est du XVIe. Personne ne peut le dire, sauf si on l'analyse au carbone 14, etc. Mais enfin, alors, j'ai essayé de réfléchir, j'ai dit, mais il faudra bien trouver des stylets dont on peut dire qu'ils appartiennent à une période donnée. Et j'ai fouillé les archives, et j'ai trouvé ces stylets et ces couteaux qui ont été récupérés sur les gens qui les avaient sur eux, pour porter un stylet comme ça, ou le fabriquer, ou le vendre, c'est 50 de galères au pied de la lettre, ensuite on aménage, on paye. Hein? Voilà. Mais remarquez bien que ces stylets correspondent pour l'essentiel à la forme du stylet génois, dit génois, qu'on va retrouver un peu de partout. Pourquoi? Parce que c'est une arme à lame très étroite, c'est un peu comme la corsette, c'est fait pour pénétrer les cuirasses. Voilà. Le couteau, pareil. Alors, ce type de couteau, avec un tranchant à peu près rectiligne, il ne faut pas oublier qu'un couteau comme ça peut être usé. Donc il peut y avoir des déformations, mais dès qu'on a le dos rond, on dit c'est un couteau à la fiammingue. Fiammingue. Alors si on traduit, j'essaie de comprendre, l'expression la plus proche c'est couteau à la flamande. Je n'ai pas été plus loin, vous voyez, il reste encore beaucoup de travail. Et puis on va retrouver des couteaux à la scannarecce. Scannarecce, scanna, on sait ce que ça veut dire, il y a Johan Gadet Pauvran qui tout à l'heure il pourra vous apporter sa part de connaissances au niveau scientifique. Scanna, c'est égorgé. Hein? Voilà. D'autres stylets, alors là c'est beaucoup plus un stylet génois, torsadé, avec des éléments de décor. Et celui-ci, pareil. C'est-à-dire qu'on rentre dans des armes un peu sophistiquées. Là, on a, je vous ai parlé du code
génois, là, le code français, il est notamment cadré du point de vue des armes et concernant les stylets et les couteaux par cet édit du 20 août 1771. C'est fait à Compiègne. Il y a un certain nombre de considérations. J'ai essayé d'extraire dans le livre ce qui avait trait au stylet et au couteau pointu. C'est l'expression qu'on retrouve chaque fois, stylet et couteau pointu. Et en génois, enfin, les génois, quand ils disent des stylets, ils disent colté. Ok, donc c'est générique. Voilà, là on est au début du 19e, donc il y a des périodes dures. Je ne vais pas vous parler de Morand, Justitia Morandine. Donc là, c'est un peu un état très dur, très fort, et avec des gens, bien entendu, qui sont... pour obtenir un portable, il faut un certificat de bonne vie et mœurs du maire adjoint, principal notable de la commune, et un des percepteurs d'avoir acquitté ses impositions. On va le voir un peu plus loin. Ça rapporte. Alors, vous avez là le recensement des sommes perçues et des âmes saisies concernant les cantons de Balagne et du Doussagne en septembre 1816. Ce sont des chiffres extraordinaires, notamment pour ce qui concerne les fusils. 742 fusils sont récupérés. 135 pistolets, c'est pas énorme. Apparemment, il y en a beaucoup qui sont passés à l'âge. Et par contre, les stylets, 1409 stylets. Je ne sais pas si vous voyez la montagne de stylets que ça fait. Voilà. Après, sabre, baïonnette. Donc là, c'est en Balagne. Vous allez voir, pour avoir le nord et le sud. Dans le sud, là, c'est les cantons de Talano, Scopamène, Carbi. Donc, on a la même chose, 742 fusils, 135 pistolets, 1409... Ah non, pardon, ça c'est toujours la Balagne. Voilà. Là, on arrive à Talano, Carbi, Scopamène. Le total, au niveau des stylets, c'est quand même 482 sur 3 cantons. Les sommes perçues, intéressant, 10 262, c'est énorme. Pour l'époque, c'est énorme. Ça veut dire que les ports d'armes étaient monnayés. Voilà. Bon, allez, on ne fera pas de commentaires. On est sur une période où à la fois on pratique encore les techniques anciennes de réduction du fer, du minerai de fer, mais on va verser très vite sur la nécessité de construire des hauts fourneaux. Alors, quelle est la différence entre le bas foyer et le haut fourneau? Le bas foyer, c'est une méthode de réduction directe du minerai, et le haut fourneau, c'est une méthode de réduction indirecte, du produit de la fonte qui ensuite est décarburé. Donc, je ne rentre pas trop dans le technique, on va aller un peu plus loin. Il y a une enquête qui est menée à l'échelle de la France. Pourquoi? Parce que 1811, on est en pleine épopée napoléonienne, il y a des besoins pour les armées, il y a la nécessité de connaître la production, et puis il y a aussi le besoin économique. N'oubliez pas que
dès le début du 19e, il y a une première forme d'industrialisation qui se fait. Donc il y a un questionnaire qui est envoyé à tous les maîtres de forge, maestro di fuoco, et l'État, à travers 35 questions précises, combien ils produisent, quelle est la nature de l'énergie, est-ce que c'est du charbon, est-ce que c'est de la goutte, etc. Ben encore, c'était ça. Voilà, c'est le questionnaire de 1811, et on arrive à savoir combien il y a de forges. Donc il en reste, en 1811, il reste 10 forges à bas fourneau, à bas poignet. Un exemple de marteau de forge, donc imaginez, ce n'est pas le marteau du forgeron, c'est le marteau du martinet. Et donc 150 kilos. Au nez du Kazakh. Ça s'appelle un distingué. Là, donc c'est toujours la connaissance des forges, et puis en même temps avec des propositions qui commencent à venir. On parle de galère, parce qu'il y a du bois au-dessus. On parle de Porto Vecchio. On parle de Porto. On parle d'un certain nombre d'endroits où on pourrait établir des hauts fourneaux. Battiatoga, c'est important parce que Battiatoga, c'est peut-être l'endroit où il y a eu une réelle production de fer et de fonte. Et de fonte, puisque le haut-fourneau produit de la fonte. Cette fonte était ensuite exportée. Voyez venir, là aussi, on utilise les forêts corses, on utilise le charbon corse, on utilise la main-d'œuvre qui vient d'Italie, parce qu'ils n'en trouvent pas en Corse, et on produit de la fonte à destination des aciéries du continent. Deuxième site, vous le voyez, là où on a établi un haut fourneau, c'est à Sarre-Sonintar. Là aussi, ça a été une épopée, ça n'est pas simple, on ne peut pas faire des hauts fourneaux de partout, on importe la main-d'œuvre, on construit un port, on fait un certain nombre de choses, donc vous pouvez l'imaginer. Troisième site, Haute à Porto. Donc à Porto, certains sont étonnés, oui, il y a eu un haut fourneau à Porto, à la différence près que quand il va rentrer en activité, les problèmes de l'acier, et notamment de l'énergie concernant la sidérurgie, elle est réglée par le fait qu'on utilise de la boue. Et on rentre, et puis ensuite, les procédés concernant l'oxygénation, notamment de la fonte, etc., évoluent, la science avance, et ce qui fait que Porto s'arrête avant d'avoir commencé. Il n'y a pas eu un gramme d'acier produit à Porto. Pendant qu'on produit de l'acier, on importe des produits finis. Ça, c'est un connaissement où on a des soufflets de forge, d'enclumes, d'étaux, de barres de fer. Ça date d'août 1860, donc un moment où la Corse produit de la fonte. Comment on travaille? Quelle énergie on utilise? Du charbon de bois. Un exemple, à Cavre, le village de Cavre, il y a en 1927 47 charbonniers.
sais pas si vous voyez. Une partie du village vit de la production de charbon. Les exportations, à ce moment-là, ça date de 1926, en Corse, de Corse, sans compter la production pour les besoins quotidiens des Corses. Hein. Ça, c'est l'exportation, c'est 40 000 tonnes. Aujourd'hui, 0. Et encore, le charbon de bois qu'on trouve, il est bon pour le barbecue, mais il n'est pas bon pour la forge. Bon, comment est rémunéré un forgeron? C'est intéressant, parce qu'on n'est pas dans une société où il y a énormément d'argent en circulation, il y en a, oui, mais il y a un mode traditionnel, c'est le troc. Donc, le forgeron, il est payé par la communauté. Exemple, communauté de Belgodère, on rémunère le forgeron en boisseaux de blé. On lui donne tant de boisseaux de blé, etc. Et donc, il est payé pour le travail qu'il fait. En contrepartie, il doit forger les bœufs. Alors, je ne sais plus si c'est 2 ou 3, enfin, un certain nombre. Et donc, voilà comment on fonctionne. Ça, c'est début 19e. Après, ça peut un peu changer, mais on est encore là-dessus. Des hommes aussi que j'ai rencontrés, parce que il n'y a pas que le couteau et le stylet, il y a aussi les rencontres. J'ai rencontré Walter Matteoni, qui est encore vivant, qui a 90 ans, et qui, lui, dont les parents étaient italiens, lui-même est né en Italie, les parents ont fui la police fasciste, et ils se sont établis dans la région de Calcatone. Il arrive en Corse, il a 3 ans, donc ça fait 87 ans qu'il est en Corse. Au début, les parents cherchent du travail. Il y a du travail pour la production de charbon. On y va, y compris les enfants. Et il m'explique qu'il dormait sur place, qu'il fabriquait des charbonnières, qui fendait le bois, qui travaillait d'una steda à l'autre. Donc du lever du jour au bout du jour. C'est intéressant là aussi parce que ce sont les derniers témoignages. Hein. C'est pas... Il y en a peut-être d'autres, hein. Mais cela, ça y est, on a mis en boîte. C'est important, c'est la motivation principale de mon livre, c'est de transmettre. Parce qu'on arrive à un âge, on se pose des questions, on se dit, tout ce que je sais, tout ce que j'ai accumulé, tout ce dont je peux disposer aujourd'hui d'expérience, ça peut se perdre. Alors on écrit et on fait un livre de témoignage, c'est un témoignage. Tio Pédale, je ne l'ai pas connu, vous pouvez comprendre, 1834-1918. Mais c'est quelqu'un dont la réputation était, ça transcendait les cantons et les vallées. C'est quelqu'un de connu, c'est quelqu'un qui fabriquait des stylets, c'est quelqu'un qui fabriquait des pistolets, c'est quelqu'un qui avait un beau métier. Alors, quelques mots pour rire. J'ai relevé, je n'ai pas d'explication, souvent les forgerons donnent des noms bizarres, enfin, je vais dire bizarres, j'espère que je ne heurte personne, Branditus, Mithridate, Régulus, et puis il y en a toute une flopée comme ça, c'est des noms, on dirait des autoscales. Bon, voilà, ça aussi on l'enregistre. Les meules à charbon. Alors là, c'est l'œuvre du référent père
Doisan, il arrive à convaincre les charbonniers de Cadre de mettre en place des meules. Il avait un pouvoir de conviction assez grand. Hein. Il arrive à les convaincre, imaginez, 78 ans, 75 ans et 69 ans, ils se remettent au travail. Ça fait 20 ans qu'ils ont arrêté, parce que, entre-temps, le charbon, c'était pas très rémunérateur, et ils sont passés à un autre métier, maçonnerie, etc. Donc, et voilà, à l'œuvre, et ils construisent des meules, et ils produisent le charbon, comme ils l'ont produit, et comme on l'a produit anciennement. Un autre témoignage, c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure, Walter Matteoni. Walter Matteoni m'explique, me donne une explication supplémentaire, c'est que non seulement il produisait du charbon de manière ordinaire, vous l'avez vu, des meules, mais ils en produisaient aussi pour les forgerons. Alors là, c'est une production, comme on l'a fait dans le Maghreb, notamment, on fausse. On creuse, on met des souches de bruyère, on essaie de serrer au maximum, on met, le nom m'échappe, arimigne, chianon, c'est ça, arimigne, et de la terre, et puis on met le feu, on a fait une cheminée, et puis tout ça se consume, et les souches de bruyère sont excellentes pour la forge du fer et de l'acier. Une autre saga, parce que j'en parle, il y a plusieurs sagas qui reviennent, mais celle-ci, c'est Fiamone. Est-ce qu'il y a des gens de Corté ici? Non. Fiamone, c'est une dynastie. 1821, il y a le forgeron Penciolini qui marie sa fille à un Albertini, prénom m'échappe, excusez-moi, un Albertini. L'Albertini, il apprend le métier chez Penciolini, son fils, son petit-fils, son arrière-petit-fils, jusqu'à aujourd'hui à Corté, vous avez Étienne Albertini, que je connais très bien, vous le verrez à la fin, et donc on a toute une dynastie de forgerons. Je vais vous raconter, voilà, là c'est Fiamone. Fiamone à Corté, c'est une légende. C'est une légende. Alors, Fiamone, il ne fait pas que forger, il ne fait pas que produire, ferrer des chevaux, il ne fait pas que le travail ordinaire du forgeron, il a fabriqué aussi des stylets. Mais il est très engagé en politique, comme ça arrive souvent à Corté, vous avez partidello et partido. Lui, c'est le partidé. Il y a des histoires électorales et il prend un coup de stylet dans le fessier. Et bon, la blessure, ça lui a fait mal, tout ça, mais ce n'était pas une blessure mortelle. Et il disait, pourvu que ce ne soit pas un des stylets que j'ai fabriqué, qui s'est retourné contre moi. Quelques années après, il meurt, et puis il y a quelqu'un qui se confesse, oui, c'était un stylet qu'il avait fabriqué. Ça, c'est le retour des choses de la vie. Là, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Alain Lovicon. Alain et Dalila Lovicon, ce sont les premiers, toi tu connais très bien, les premiers qui ont fait un bouquin sur les styles écorces, les pulvérins, un certain nombre d'objets de la civilisation agro-silvo-pastorale, et Alain avait dessiné ces stylets. Ils sont tous à lame décentrée. Ce sont des stylets qui sont ouvragés. Ce
ce sont les stylets qu'on va retrouver généralement aujourd'hui. Ce sont des pièces qui se transmettent dans les familles, du père au fils, au petit-fils, etc. Donc, comme on en a parlé, c'est une manière aussi d'être dans une continuité et de faire en sorte que Alain, en tout cas Dalila, sa femme, était très contente, il continue à vivre à travers ses dessins. Un stylet génois. Comment on peut dire que c'est un stylet génois? Il y a des caractéristiques propres. Un, c'est une grande lame, c'est généralement une grande pièce. Ça n'a rien à voir avec les stylets qui font 200 mm. Là, vous avez, c'est 50 cm. Ok. C'est une arme. Elle est soignée, cette arme. L'étui lui-même est renforcé par du laiton. Le manche est très ouvragé. Et la caractéristique, une des caractéristiques du stylet génois, c'est le chapeau en cartouche. Donc ça, on va pas le voir ailleurs, en tout cas pas sur les stylets corses. On ne va pas le retrouver sur la production de stylets de la fin du 19e. Ok, c'est propre au stylet génois, mais il y a d'autres caractéristiques. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Alors, celui-ci est très long, très grand, 43 cm. La poignée, ça n'est pas que du travail artistique, c'est aussi une poignée qui doit être tenue, bien tenue. Et le fait d'avoir une torsade, une double torsade creuse, permet d'avoir une meilleure tenue en main. C'est une art. Le manche, c'est de la corde. Stylet génois. Voilà un autre stylet génois. Une des caractéristiques du stylet génois, d'abord, ce sont des manches dites agabia, et ensuite, il y a ces éléments de décor sur le dos de la lame. Ce ne sont pas généralement des guillochages. C'est carrément le métal qui est creusé, ciselé. Peut-être le terme le plus adéquat est celui-ci. Voilà un autre poignard. C'est un poignard très beau et c'est un poignard sur lequel, à la fois, on va trouver du corail, des pointes de corail, et on va retrouver des ocelles. Les ocelles, j'ai été au musée Tartène, j'ai demandé, des ocelles, on n'en trouve pas de partout encore. Mais on en trouve quand même. C'est un... Allez, on va dire que c'est un porte-bonheur. Des poignards et des ordres. Alors, bien entendu, quand on pense poignard, on pense arme et on pense bandit. Ok, donc il y a toute une collection de bandits, mais là, pour moi, l'objet du bouquin, c'est pas de parler des bandits et surtout pas des armes, parce que ces armes ont peut-être servi. Bon, alors, le bandit Bella Coach, et ensuite on passe au fabricant de stylets, Jean Albertini, Tio Bedal, Maestro Carlo Giovannetti, Jean Guaitella. Je vous laisse apprécier ce qui est écrit parce que je n'ai pas trouvé mieux. Et Jordan. Jordan a été décrié parce que, semble-t-il, une partie du moins de sa production a été industrialisée. Voilà un stylet corse avec un manche à 8 pans, la lame à 4 pans, c'est le stylet de Bonnet. Voilà un autre avec le manche gravé, c'est un stylet qui vient de Bocognal.
Voilà, un peu plus dans le détail. Le village de Pédipartine, qui est celui de Jean Albertine, c'est son arrière-petit-fils qui m'a donné les éléments. Là, quelqu'un va se reconnaître dans cet arbre. C'est l'arbre. Le dessin que vous voyez à côté était fait par Louis Ambrogi, mon beau-père. Et le poignard, c'est un poignard aux armes de Savoie qui a accompagné la vie de Polindor Casalta d'Orlane, qui était colonel, qui a accompagné en tant qu'expert militaire Garibaldi et qui a fait toute sa carrière en Italie. Il est parti aux États-Unis lors de la guerre de sécession. Rien que ce personnage mériterait un livre. Bon, bref, on va aller très vite, on me dit qu'il faut accélérer. Voilà les manches faites par Albertine. Ça, c'est Pedro Francesco Grandiano. Vous voyez, les techniques, elles changent d'empilement de cornes. Ça, c'est Maestro. Je pense que tu seras d'accord. Maestro Carlo Giovannetti. Giovannetti, c'est le meilleur. Il y en a deux, c'est lui et Gualtieri. Voilà, toujours Giovannetti. Et là, on a un stylet de Gualtieri très particulier. Pourquoi? Parce que il a été réalisé pour la victoire de Gavin, qui a été élu par 27 219 voix. On est en 1885, les élections ont eu lieu le 4 octobre, on publie le 8, et puis les élections sont annulées. 6 mois après, Gavin, il va se rhabiller, il n'est plus élu. Voilà. Ok, donc le stylet est resté, ça marque le passage fulgurant de Gavin. Voilà, un très beau stylet, c'est un stylet qui appartient à la famille de l'Opicole, très beau, il y a les arbres d'Ajaccio, enfin, il est magnifique. Ça, c'est un stylet de Camp qui est en argent, magnifique aussi. Voilà, Jordan, ses poinçons, la marque, les loges funèbres qu'on a pu lire sur le journal de la Corse en 1938. Voilà le travail de Jordan. Ça, un peu plus récent, c'est le travail, je raccourcis, c'est le travail de Monet et Villanova. Je vais plus vite. Là, vous avez à la fois de l'argent et de l'or, mais on dit que c'est un stylet de femme. Alors, je vais vous donner une précision. On l'appelle comment? Aussi, un pique-couille. Oui. Voilà, un pique-couille, parce que ce sont de petits stylets, et les prostituées avaient souvent ce type de stylet dans la... Bon, bref, on va... Voilà, le stylet broche, on est passé de l'arme au stylet broche, c'est autre chose, c'est un bijou, il y en a qui sont de très beaux. On est bien loin de l'arme originelle, du stylet, on disait que c'était la troisième main, à terre sa main. Les vendettes, donc les vendettes, c'est l'objet souvenir, c'est une imposture. On dépose en 1885 un objet nommé vendette, c'est un bracelet. Je crois que si le Coca-Cola existait à l'époque, on l'aurait appelé vendette. Voilà. Le catalogue Manu France, il n'y a pas le mot vendette, mais ce sont des vendettes, des couteaux poignards, napolitains, maltais, arméniens, couteaux corse. Ok, vous voyez un peu la diversité. Là, il y a quelqu'un qui va reconnaître l'outil. Donc, c'est M. Arnaud, je peux le dire, qui a chiné. Cet objet, c'est une matrice. Et un poinçon, on a d'un côté la matrice, c'est le poinçon de vendette.
c'est l'entreprise Saint-Joannis Aîné à Thiers. Voilà le père d'Oisan, Tony Casalong aux Avieux d'Épine, la Corsicane, on connaît, enfin, certains connaissent, et il y a le catalogue des productions. On a Paul Santone, qui est le premier à avoir réalisé des couteaux corses. Voilà ces couteaux, on passe très vite. Voilà les couteaux de Santone. Encore des couteaux de Santone, des couteaux droits de Santone, le Tempérine, le gabarit qui a servi à faire par le Serbe les premiers Tempérines, une lame, le gabarit de la coursine, on a inventé un couteau avec Christian Moret qui s'appelle la coursine, de la corne qui a été pressée, une belle coursine manche en amandier et lame de Christian Moret en acier feuilleté. Je vais le plus vite possible. On a fait aussi de belles rencontres. Le fils vous êtes d'Ascq, le fils de Minet, le fils de Minet que j'ai rencontré qui avait 92 ans quand je l'ai vu, et on était en septembre 1996. Matteo et Francis Mercourt, que vous connaissez, Pierre Casanova qui a découvert la Tempérine, et un couteau, celui de Jean-Paul Ortigne, qu'il a amené avec lui jusqu'au Venezuela, puis il est revenu avec son couteau. La lame est usée, mais c'est un objet qui est en famille, qui est vénéré. Voilà. Compagnon, le couteau est un compagnon. Le village d'Ascq, avec la forêt de Genévrier, Minet d'Ascq et son couteau à côté. Là, c'est énorme, parce que Minet, c'est quand même le plus grand improvisateur corse, Subanqui et d'autres. On y va, voilà, una goûté d'habitude, pliant, un couteau d'Ascq, la Tempérine de Casanova, un autre couteau à côté d'habitude, un couteau qui a été trouvé à Petrasitamboli, dans le Nyon, qui est magnifique, par Doisan en 1972. Celui-ci fait partie de ma collection. Celui-ci vient du Giunsani, mais c'est le frère de celui de Minet. Et là, on voit la communication Ascq-Giunsani. Celui-ci est au musée de la Corse. Il est magnifique. Il a été trouvé par Doisan à Gaguerga. Musée de la Corse, pareil. Et voilà le couteau d'Ange Probe Ortine qu'il a amené avec lui au Venezuela. Et puis il est revenu avec. Bon, il a vécu. Voilà des couteaux droits. Un couteau avec un poinçon, c'est celui de Félix Giovannone, Ours Félix, non, comme le prénom, non. C'est un Giovannone qui a fait un couteau avec un manche en cuivre, un couteau droit à servir. Voilà une ronquette très belle avec un manche en bois, la même manche en corne, des couteaux droits qui servaient à saigner ou à tout autre usage, mais qui étaient à lame triangulaire. Là, on a, remarquez bien qu'on a des traces, ce sont d'anciennes limes ou râpes qu'on a forgées et dont on a fait des couteaux. Ce sont des couteaux de vannier. Ils sont affûtés que d'un côté. J'ai essayé de synthétiser dans un tableau tous les couteaux qui avaient été trouvés avec la référence des pages, donc on renvoie, et ensuite une description sommaire. Mais ça permet d'avoir une première typologie. Les objets qu'on travaillait avec les couteaux à Pitouti,
Pituti. Ça n'a rien à voir avec les couteaux à lama panciuta de Sardaigne. Pituta et panciuta, c'est pas la même chose. Peto et corpo, c'est pas la même chose. Donc là, il y a des objets sculptés magnifiques. Voilà le village de Valk, dans le Giunzal, là où on a trouvé certains couteaux, travail du métal, le forgeage de l'âme, la trempe sélective, on en a parlé tout à l'heure, le bas-foyer, on en a parlé. Voilà comment on forge, on nettoie la pièce pour pas qu'il y ait d'inclusion, des lames qui ont été trempées de manière sélective, un bac à trempe de tailleur de pierre. Alors, bon, là, c'est la préparation du minerai. On fait un bas-foyer. Hein, vous aurez tout sur le livre. Hein. Voilà. Une loupe de métal. L'équipe qui a conduit la réduction du métal. Les presses pour presser la corne brute, de la corne pressée. Le bois qui sert au manche de couteau, il y a toute une diversité. Les bois figurés, regardez. Voilà. Et ensuite, vous avez les couteliers. Les couteliers, vous avez des labels qui marquent la compétence, le niveau de forge, etc. Alors, je file. Voilà les labels. Vous avez niveau 1, niveau 2, cultella traditionnelle. Et ensuite, vous avez à la fin du livre un lexique où il y a plusieurs centaines de mots qu'on utilise pour la forge. Avec un parti pris de l'auteur, c'est que j'ai fait d'abord en corse, ensuite en anglais et après en français. Voilà, je suis à votre disposition si vous voulez des explications. Sur le stand. Parce qu'il y a une autre conférence.